Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques de première. Nous terminons notre exploration du thème 1 consacré à la démocratie. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'Union européenne et la démocratie. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, perso, je me suis fait couler un petit café, histoire de... Bon, allez, on respire un grand coup avant de se plonger dedans. C'est parti. En 1945, l'Europe sort détruite et affaiblie par 6 années de guerre causées par les nationalismes et les régimes totalitaires européens. Face à la mise en place de dictatures communistes, et ce qu'on appelle les démocraties populaires dans l'Europe de l'Est, par l'URSS, la nécessité d'une organisation permettant de reconstruire et de réconcilier les pays d'Europe de l'Ouest voit le jour. Ce projet européen, soutenu par les États-Unis, est porté par des partis politiques pro-européens. En 1948, le Congrès de La Haye réunit des hommes et des femmes d'une vingtaine de pays pour poser les bases d'une association européenne. En construction depuis plus de 60 ans, l'Europe est le fruit d'un éternel compromis entre des modèles de démocratie différents, entre des pays aux intérêts divergents. Et depuis 2005, c'est l'existence même du projet européen qui est remise en cause à la fois par certains citoyens et par certains États. La problématique de cette leçon sera comment la démocratie s'exprime-t-elle dans le fonctionnement de l'Union européenne. Et pour commencer, je vous propose grand 1, l'Union européenne a un objet démocratique non identifié. Grand A, le fruit d'une lente construction. En 1951, la Communauté européenne du charbon et de l'acier est créée autour de 6 pays, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et la France. Et de 2 produits, vous l'aurez compris, oui c'est ça, le charbon et l'acier. Bravo, vous êtes très très fort. Et c'est cette organisation qui sert de base à la création en mars 1957 de la Communauté économique européenne par le traité de Rome. La Communauté économique européenne, CEE, est une organisation qui cherche à concilier les intérêts des États membres tout en développant une vision commune, communautaire donc, incarnée par la création de la Commission européenne et du Parlement européen. Mais ces organisations n'ont à l'origine pas de pouvoir de décision. Leur avis est consultatif et l'essentiel des décisions sont prises par le Conseil européen qui réunit les chefs d'État des pays membres. Les années 70 sont marquées par l'élargissement de la CEE à 9 avec l'entrée du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark en 1973 dans la CEE. Les pays membres décident de donner un poids croissant aux institutions communautaires. En 1979 ont lieu les premières élections européennes des députés du Parlement européen au suffrage universel direct. Les années 80 sont marquées par l'ouverture de la CEE aux pays du sud de l'Europe. On l'a vu dans les chapitres précédents, notamment la Grèce, l'Espagne et le Portugal. En 1986, l'acte unique est signé entre les 12 États membres. Il prévoit l'achèvement du marché unique, c'est-à-dire d'un espace européen dans lequel les biens, les services, les capitaux et les personnes doivent circuler librement. L'acte unique prévoit aussi un renforcement des compétences européennes. Et ce renforcement, il va avoir lieu à travers le traité de Maastricht. En 1992, les pays membres signent donc le traité de Maastricht qui donne naissance à l'Union européenne. Il s'agit non plus seulement d'une association économique, la CEE, mais aussi d'une union politique, qui prévoit la mise en place d'une union économique et monétaire, avec l'adoption d'une monnaie unique, l'euro. Deuxième point, la mise en place d'une politique étrangère et de sécurité commune. Troisième point, le renforcement du rôle du Parlement européen. Enfin, quatrième point, la création d'une citoyenneté européenne, donnant le droit de circuler, de travailler et d'étudier dans tous les pays membres de l'Union européenne, mais aussi, et c'est nouveau, le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes et municipales dans tous les pays de l'UE. Certains pays adoptent une partie seulement du traité, c'est le cas par exemple du Royaume-Uni, de la Suède et du Danemark qui refusent la monnaie unique. Au début des années 2000, alors que l'Union européenne s'apprête à intégrer 10 nouveaux États, les institutions sont modifiées avec l'adoption de la règle de la majorité qualifiée, c'est-à-dire 55% des États et 65% de la population, et le renforcement du pouvoir du Parlement sur la Commission. Grand B, les compétences de l'Union européenne. Le début des années 2000 est marqué par l'échec de l'adoption de la Constitution européenne, rejetée par référendum par les populations françaises puis hollandaises en 2005. Les chefs d'État de l'UE décident alors de mettre en place un traité simplifié, c'est le traité de Lisbonne, signé en 2007 et appliqué après beaucoup de difficultés en 2009. Il prévoit la nomination d'un président du Conseil européen, représentant de l'UE, et l'extension du vote à la majorité, ainsi qu'un renforcement de la Commission européenne. Par le traité de Lisbonne, les citoyens de l'UE obtiennent des droits politiques plus importants. Ils peuvent soumettre une pétition,
peuvent demander une proposition de loi et peuvent saisir la Cour de justice européenne. On parle alors de démocratie participative, c'est-à-dire qui laisse la possibilité aux citoyens de s'impliquer activement dans les décisions. Une des questions centrales est celle de la répartition des compétences entre l'UE et les États membres, un peu sur le modèle fédéral des États-Unis. Et en fait, il existe 3 catégories de compétences. Première compétence, les compétences exclusives. Ce sont des domaines dans lesquels les lois et les règles ne peuvent être adoptées qu'au niveau de l'UE et non par un État membre seul. C'est l'union douanière, l'établissement de règles de concurrence pour le fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire, pour les pays évidemment dont la monnaie est l'euro, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, la politique commerciale commune et la conclusion d'accords internationaux. Deuxième catégorie, les compétences partagées. Elles concernent quant à elles les domaines pour lesquels faire des lois peut être fait aussi bien au niveau européen que par chacun des États membres, indépendamment des autres. Alors il y a de nombreuses compétences, mais je vais en citer quelques-unes comme l'agriculture, la pêche, l'environnement, la recherche, la santé, le transport ou encore l'énergie. Enfin, dernière catégorie, ce sont les compétences d'appui. Ce sont des domaines dans lesquels l'Union européenne peut intervenir uniquement pour appuyer les actions des États, mais sans harmoniser leur législation et réglementation. On peut citer en exemple le tourisme, l'éducation, l'industrie ou encore la culture. Grand C, comprendre le triangle institutionnel. Alors quand on parle de triangle institutionnel, vous l'aurez compris, ce sont les 3 principales catégories d'institutions qui permettent le fonctionnement de l'UE. Pour commencer, on va s'intéresser aux institutions qui représentent les États, c'est-à-dire la démocratie déléguée. Le Conseil européen impulse la plupart des grandes décisions européennes. Réunissant régulièrement à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement des pays membres, il définit, à l'unanimité dans la plupart des cas, les grandes orientations de l'Union européenne. Il est dirigé par le président du Conseil européen, nommé pour 2 ans et demi. Actuellement, c'est le Belge Charles Michel. Le Conseil de l'UE, également appelé Conseil des ministres de l'UE ou tout simplement Conseil, se prononce après le Parlement européen sur les textes de loi et le budget européen. Composé des ministres des 27 États membres, il se réunit une centaine de fois par an autour de domaines particuliers, agriculture, affaires étrangères, économie. Il peut modifier, adopter ou rejeter les propositions de directives ou de règlements préalablement amendées par le Parlement européen. Dans la plupart des cas, le Conseil vote à la majorité qualifiée, chaque État ayant un poids particulier dans le vote en fonction de sa population. La présidence du Conseil de l'UE est assurée tous les 6 mois par un pays différent. La Commission européenne est garante de l'intérêt général européen, et elle a pour principale fonction l'initiative des textes de loi. Elle lance le processus législatif en proposant des mesures dans l'ensemble des domaines de compétences de l'UE. Elle propose également chaque année le budget de l'UE et peut, en tant que pouvoir exécutif de l'Union et gardienne des traités, sanctionner un État membre qui ne respecterait pas ces derniers. Elle est composée de 27 commissaires, un par État membre, nommés pour 5 ans, dont sa présidente actuelle, l'Allemande Ursula von der Leyen. Les propositions de la Commission européenne sont ensuite amendées, approuvées ou rejetées par le Parlement européen et le Conseil de l'UE. Le Parlement, c'est la voix des citoyens européens. Il est élu au suffrage universel direct tous les 5 ans, d'ailleurs les prochaines élections sont fixées début juin 2024. Le Parlement amende et vote avec le Conseil de l'UE les textes proposés par la Commission ainsi que le budget de l'UE. Dans certains domaines, accords internationaux, adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement européen est toutefois doté de pouvoirs limités par rapport au Conseil. Les citoyens peuvent, par l'initiative européenne, faire une proposition législative avec le soutien d'au moins 1 million de citoyens. C'est le principe de démocratie participative, évidemment, vous l'avez tous reconnu. Alors maintenant qu'on a fait un rapide tour d'horizon des institutions européennes, je vous propose de nous intéresser dans cette deuxième partie, grand 2, l'UE face aux citoyens et aux États remise en question depuis 1992. Grand A, les crises, freins et moteurs de la construction européenne. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que la construction européenne a traversé depuis 1992 de nombreuses crises. Et l'un des paradoxes de cette construction, c'est qu'à chacune d'elles, ou presque, les pays membres ont accéléré l'intégration européenne. En 2010, par exemple, la Grèce est frappée de plein fouet par une crise financière très grave qui s'étend à l'ensemble des pays de la zone euro, touchant les pays les plus endettés, Grèce, Italie, Portugal et Espagne. Pour éviter la faillite, l'UE et le Fonds monétaire international ont débloqué des centaines de milliards d'euros de fonds d'urgence. En échange, les créanciers exigent d'Athènes qu'elle mette en œuvre une politique d'austérité, ce qui a finalement entraîné une augmentation très forte de la pauvreté. Cette crise a abouti à la limitation des déficits pour les pays de la zone euro et à la validation du budget de chaque État par la Commission. Deuxième crise majeure, c'est la crise migratoire de 2015.
La guerre en Syrie, débutée en 2011, et les crises en Afghanistan jettent sur les routes des millions de réfugiés. Et en 2015, ce sont près d'1 million de personnes qui trouvent refuge dans l'UE, pendant que des milliers de personnes meurent en mer Méditerranée. La crise politique est très forte entre certains pays qui décident d'ouvrir leurs frontières, notamment l'Allemagne et la Suède, et ceux qui refusent, comme la Hongrie. Le règlement de Dublin, qui oblige les réfugiés à être pris en charge dans le pays d'entrée avant leur répartition, montre ses limites. L'UE se tourne alors vers les pays extérieurs à l'espace Schengen pour contenir la crise migratoire, principalement la Turquie, mais aussi le Maroc et la Biélorussie. La question migratoire est toujours sensible en 2023 et les tensions entre Européens restent fortes. Enfin, troisième exemple, c'est la crise du Covid. Alors, vous le savez tous, le Covid-19 a touché l'Europe en 2020 et il a constitué une avancée majeure pour l'Union européenne. Bien que la question médicale ne soit pas une compétence européenne, la Commission a coordonné les pays pour une approche globale de la vaccination, avec notamment les commandes groupées ou encore la création d'un certificat de vaccination européen. La réponse économique à la crise a été elle aussi très forte, notamment avec l'élaboration d'un plan de relance de 750 milliards d'euros et la création d'une dette commune aux États européens, sans oublier l'action de la Banque centrale européenne pour soutenir les pays les plus en difficulté. Finalement, la crise du Covid-19 a permis d'accélérer la mise en œuvre des mécanismes de solidarité entre les pays, vaccination, dette, relance économique, malgré l'opposition des pays dits frugaux, c'est-à-dire des pays ayant une situation d'endettement faible et ne voulant pas payer pour les autres. Grand B, les États européens, principaux ennemis de l'UE. Depuis le traité de Maastricht, les différentes réformes institutionnelles ont visé au renforcement de la Commission et du Parlement européen, au détriment du Conseil qui représente les États. Avec l'élargissement à l'Europe de l'Est et notamment l'Europe qui a été jusqu'à 28 pays membres, des intérêts divergents se sont affirmés. Le Brexit, intervenu en 2016, a profondément marqué les pays membres. Proposé au référendum en juin 2016 aux citoyens britanniques, la possibilité d'activer l'article 50 permettant de quitter l'Union est votée à près de 52%. De 2016 à 2020, de longues et douloureuses négociations ont lieu entre le Royaume-Uni et l'UE. Ce divorce international a pour conséquence de raffermir la cohésion européenne. Mais malgré tout, de fortes divergences demeurent dans l'orientation à donner à l'Union. Le groupe de Visegrad, par exemple, qui réunit la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, se bat depuis 2015 pour défendre la souveraineté des États face aux institutions européennes et adopter une vision libérale de cette construction. Le continent européen est marqué par la montée des partis nationalistes qui considèrent l'UE comme l'un des principaux responsables de la crise économique et migratoire. La Pologne et la Hongrie sont gouvernés par des partis populistes de droite, hostiles à l'UE. Ces pays sont critiqués pour leur atteinte à certaines libertés fondamentales et à la séparation des pouvoirs, ainsi que pour le refus d'accueillir des migrants arrivés en Europe du Sud. En 2021, la Commission européenne a même ouvert des procédures d'infraction pour atteinte aux valeurs fondamentales de l'UE. Les gouvernements polonais et hongrois reportent de leur côté toutes les responsabilités sur les institutions européennes. Ils ont été rejoints par de nombreux mouvements ouvertement anti-européens qui gouvernent en Italie, en Lettonie et en Finlande, favorisant et reflétant la montée de l'euroscepticisme des citoyens européens. Grand C, un lien avec les citoyens à construire. La victoire des partis anti-européens traduit en effet une désaffection croissante entre les citoyens européens et l'UE. Si 71% des Européens considèrent que des actions européennes ont un impact sur leur vie, ils ne sont que 44% à s'intéresser aux prochaines élections européennes. Dans certains pays comme la France, la défiance vis-à-vis des institutions européennes est importante. 42% des Français seulement sont satisfaits du fonctionnement de l'UE, la moyenne européenne étant de 54%. Ces chiffres traduisent une désaffection de la question communautaire. L'UE est accusée de favoriser les migrations, de détruire certains aspects de l'économie, de renforcer les inégalités, etc. L'éloignement des institutions et leur méconnaissance favorisent ce rejet. Dans le même temps, les projets européens Erasmus ont permis de développer ce qu'on pourrait appeler une jeunesse européenne. Depuis sa création en 1987, le projet Erasmus a touché plus de 10 millions de personnes, permettant à des étudiants européens de travailler, de se former, d'étudier dans le pays de leur choix. L'objectif est d'atteindre les 20 millions de personnes d'ici 2027. Le programme a permis la création de diplômes européens et le rapprochement d'universités sur le continent. Erasmus est considéré comme la principale réussite de l'Union européenne par les Français qui en sont le principal consommateur. Il a permis d'aboutir au développement d'une culture européenne commune à la jeunesse étudiante. Ainsi, 90% des étudiants ayant participé au projet Erasmus ont le sentiment d'avoir une culture européenne commune. Bon, c'est bien, si vous êtes encore là, c'est que vous avez survécu aux institutions européennes. Et pour conclure, eh bien, que pouvons-nous retenir ?
Le projet européen s'est donc construit lentement par un processus atypique de transformation et d'adaptation permanente au contexte continental comme international. Devenue UE depuis le traité de Maastricht, l'organisation politique s'est dotée d'institutions complexes, mêlant démocratie représentative, déléguée et participative autour du triangle institutionnel. Confrontée à de nombreuses crises, l'Union européenne a presque toujours réussi à les surmonter par un processus d'adaptation qui en font un ODNI, objet démocratique non identifié. Elle reste cependant l'objet de méfiance et de critiques très fortes par les États européens et surtout par les citoyens qui se désintéressent massivement des questions politiques européennes. Les élections de 2024 font aussi craindre un nouveau record d'abstentionnistes. Et voilà, nous en avons donc terminé avec cette vidéo. Vous pouvez retrouver, comme d'habitude, la fiche du cours au format PDF ainsi que le fichier audio de cette leçon sur mon blog histoiregeo-en-vidéo.org. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, après cette vidéo, là ça devrait aller, une bonne fin de tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt. Ciao!